On l'a connu dans le rôle du méchant baveux qui se moque de tout le monde. Ensuite, il nous a étonnés en révélant qu'il avait besoin d'amour. Par la suite, il nous a raconté ses histoires de couple avec humour, mais avec tendresse aussi. Et là, il est devenu franchement sociable. Tous les dimanches soirs, il tient salon et reçoit ceux qui font l'actualité. Guy Lepage est imprévisible, charmant, détestable, aimable, arrogant, il est tout cela. Lui, il prétend qu'il est simplement lui-même. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne passe pas inaperçu et qu'il ennuie rarement. Depuis 25 ans, il est un rebelle rassembleur. Des centaines de plaintes qui disent que j'ai une chance. Ça fait déjà 25 ans. Pas grave, ça, madame. Brossard. Vous nous avez remis ce Non. C'est un regard de feu, c'est un regard de fonceur. Mais c'est un gars qui a beaucoup plus de sensibilité qui veut laisser faire. Guy, c'est une locomotive. S'il était dans l'émission Survivor, non seulement il perdrait, mais il mourrait pendant le tournage. La façon dont il prend soin des jeunes loups, c'est vraiment le fun. Qui est donc exactement ce personnage plein de contradictions, qu'on aime avec passion ou que certains soirs on déteste avec ardeur? Assurément un individualiste, un esprit libre et un provocateur, mais aussi un véritable gars de gang, un leader et un innovateur hors du commun. Né le 30 août 1960 dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve de Montréal, Guy Lepage grandit dans une famille au sens de l'humour déjà bien aiguisé. C'est sa mère qui a la lame la plus pointue, et elle ne se gêne pas pour s'en servir. Une de ses amies était venue à la maison, puis elle avait dit ouais, Liette, tu bâlis pas souvent? Puis elle avait dit non, parce que toi, pendant que tu bâlis, moi, j'apprends mon français. Moi, toutes les principales activités que j'ai faites quand j'étais jeune, jouer au baseball, jouer au hockey, après ça, j'ai joué au basket pendant des années. Mes parents, ils venaient pas me voir, ils s'occupaient pas de moi là-dessus. C'était, mais paraît-il que c'était fréquent, là, mais moi, ça me manquait souvent, tu sais. J'aurais aimé ça, moi, que mes parents viennent me voir jouer une couple de fois, mais non, c'était pas ça. Mon père m'a vu jouer une fois au hockey. J'ai joué le match de ma vie, puis il m'a félicité, puis là, j'ai dit « Est-ce que tu vas revenir? » Puis il a dit non. Moi, j'avais confiance aux adultes. Et tout à coup, je me suis rendu compte qu'il y en avait une méchante gang qui était beaucoup moins intelligent que moi, puis qui disait n'importe quoi pour se débarrasser de l'enfant ou pour trouver une réponse. Et ça m'a vraiment troublé. Au monde, ma mère avait 20 ou 21 ans. C'était une madame qui était assez party, qui sortait beaucoup avec mon père. Donc, il nous laissait à la maison. Et nous, on habitait aussi avec nos grands-parents du côté de mon père. Alors, j'ai été élevé jusqu'à 10 ans, essentiellement par ma grand-mère et mon grand-père. C'est peut-être ça qui m'a donné si confiance en moi dans la vie, envers moi-même et avec les femmes. C'est que cette femme-là m'aimait énormément et me donnait énormément d'affection. Moi, j'ai été pris dans mes bras par les femmes toute ma vie. Mais ça a commencé avec ma grand-mère. À 11 ans, Guy doit quitter sa grand-mère qu'il adore pour déménager à Hull avec ses parents. Il y fera par contre d'étonnantes découvertes. Je suis parti à Hull 1 an de temps et je recommande à tous les jeunes de 11 ans de déménager à Hull. Parce que si vous restez à Montréal, vous allez vous rendre jusqu'à 16 ans avant de voir ce que j'ai vu à 11 ans. Et je suis revenu à Montréal. Et là, j'ai séché. Je suis passé d'un enfant lubrique de 11 ans qui avait mis ses mains partout, une espèce de petit gros boutonneux à qui arrivait rien à peu près. Donc, finalement, des fois, il y a des choses, il ne faut pas les connaître trop jeunes parce qu'après ça, quand tu les as pu, ça peut être long, comme 3-4 ans, quand tu es tout le temps bandé, mettons. Les Lepage, ça n'a pas d'argent. Alors, moi, puis je le savais, c'est-à-dire je le savais instinctivement quand tu es jeune. Tu ne sais pas combien que tes parents ont d'argent, mais tu vois bien que tu peux pas faire des folies. Alors, tout l'argent que j'ai gagné, toute ma vie, elle m'a servi à cristalliser mon indépendance. Adolescent, Guy Lepage devient livreur à Saint-Léonard pour le pharmacien Claude Champagne. Il avait appris l'italien. Alors, toute sa clientèle était italienne. Puis, ce qui était très particulier, je pense qu'il aimait beaucoup l'italien, mais c'est que l'autre bord de la rue, et juste à côté de chez moi, il y avait
le Reggio Bar et la Gelateria Violi qui était tenue par Paolo Violi, le mafioso. Et moi, j'allais là chaque jour, livrer des choses ou aller acheter de la granita ou un café espresso ou un cappuccino pour Monsieur Champagne, le pharmacien. J'avais 12 ou 13 ans, puis c'était la mafia. En même temps, les gens de la mafia, ils sont gentils avec les enfants. Fait que moi, chaque fois que je les voyais, « Bonjour les enfants, ça va bien? Ça va bien aujourd'hui? » Fait que moi, j'étais tout le temps rendu là. Et ça m'a pris quelques années comprendre comment ça fonctionnait, ce commerce-là. Il n'y avait rien dans le comptoir. C'était des espèces de fiers à bras qui vendaient de la crème glacée. Ça coûtait, mettons, 400$. Puis tu étais obligé d'en acheter. C'était une façon d'acheter de la protection. Le jeune Guy sera un jour témoin du meurtre de ce Paolo Violi. Bien, il était caché par la table de poule. Il était là. Il venait de se faire tuer, là. Puis une des personnes nous a dit « Allez-vous-en, les enfants. » C'était le plus près que j'ai été de la mafia dans ma vie. Les années passent et bientôt c'est l'université. En 1980, Guy s'inscrit à l'UQAM en communication. Je ne sais pas comment c'est maintenant, mais il y avait Pierre Foglia qui était là, il y avait Pierre Bourgault, il y avait des journalistes d'un peu partout. Fait qu'il y avait beaucoup d'effervescence. Il y avait des étudiants comme Jean-Claude Lauzon, le cinéaste. Il y avait beaucoup de monde qui, par la suite, ont fait beaucoup de choses. Alors, il y avait un bouillonnement intéressant d'idées. Il y avait une pensée aussi très communautaire, très gang et très groupe. Tout le monde était perdu. Moi, en 2 mois, je savais tout où étaient les matériels, je savais tout où étaient les locaux. Je suis devenu rédacteur en chef du journal étudiant. Alors, je me suis vraiment installé là. Moi, je suis arrivé en communication, Richard Z. Sirois était là. Bruno Landry venait d'être accepté la même année que moi. Et l'année après, j'étais sur le comité qui choisissait les nouveaux arrivants et j'ai passé en entrevue et accepté Yves Pelletier et André Ducharme. Il y avait un professeur et 3 étudiants, puis Guy était un des étudiants. Et la première fois que je l'ai vu, il était très sérieux. Je voyais pas du tout, j'ai pas pu détecter du tout le type de personnalité qu'il avait. La première fois que je l'ai vu, je l'ai trouvé très laid. À l'époque, il n'y avait pas de dents dans la bouche, ou en tout cas, il me semble qu'il venait de se faire arracher les dents. Il était très maigre et il avait les cheveux dans les airs. Et je me rappelle de ma première réflexion, c'était « Viens pas me dire que c'est ce gars-là qui va décider si je rentre ici ou non. » Je me suis rendu compte que l'image publique, l'espèce de côté un peu frondeur, fendant, baveux, il y avait quand même beaucoup de tendresse à l'intérieur. Mais à cette époque-là, c'était pas mal bien camouflé. Donc, je me sens privilégié d'avoir eu accès à la tendresse dès 1981. J'avais eu un cours de journalisme avec Pierre Foglia, que j'admirais déjà à l'époque. Puis je pense qu'il m'aimait bien comme élève, mais il m'avait dit « T'es pourri comme journaliste parce que tu donnes tes opinions. » Puis je dis « Ben oui, mais toi, tu fais ça. » Il dit « Non. » Il dit « Moi, je suis chroniqueur, puis pendant 20 ans, j'ai fait la job comme il fallait la faire. » Et c'était un professeur de journalisme assez straight, d'ailleurs, qui pouvait, à la limite, décevoir ses élèves parce que tu t'attendais à apprendre comment miner le système de l'intérieur. C'était pas ça. Il donnait des cours de journalisme basic, puis comment on fait le travail. Et là, j'ai su, grâce à Pierre Foglia, que je ne serais jamais un journaliste, parce que ça ne m'intéressait pas. Un autre professeur aura une immense influence sur Guy et deviendra dans sa vie une véritable figure paternelle, Pierre Bourgault. Puis si tu devenais ami avec, bien, il t'accompagnait, mais il y avait vraiment... Il était, pendant une partie de ma vie, il était mon père. J'ai eu un rapport très paternel avec, puis il était très sévère dans ses jugements. Il y a peu de personnes dans ma vie qui ont été aussi dures avec moi que Pierre. À 20 ans, Guy a déjà quitté la maison familiale et il ne voit plus ses parents très souvent. Mais un samedi matin, son père téléphone pour lui demander de se rendre à l'hôpital. Puis dans le taxi, j'ai eu un feeling. J'ai dit, c'est ma mère. Puis je suis arrivé à l'hôpital. Elle était branchée, elle était dans le coma. Puis l'infirmière m'a dit, il n'y a plus de réaction, elle n'entend plus rien. Puis là, je me suis approché, puis j'ai dit, je suis là, puis je t'aime, ça. Puis là, elle a pleuré. Puis elle est morte devant moi, là. Ma mère m'avait acheté, pour mes 16 ans, elle m'avait dit « Qu'est-ce que tu veux pour ta fête? » J'avais dit un système de son, quelque chose comme ça. Alors, à ma fête, elle est arrivée avec une petite boîte comme ça, puis elle me donne ça, puis là, je sling. Là, j'ouvre la boîte, puis il y avait une chaîne. Parce que moi, je joue au basket, puis c'était la période...
Saturday Night Fever, puis tout ça. Tous les gars dans mon équipe avaient une chaîne dans le cou, sauf moi, et j'en avais rien à foutre. C'est pour ça que j'en avais pas, tu sais. J'avais même pas remarqué que les autres avaient ça. Puis j'ai vu que tous tes amis avaient une petite chaîne dans le cou. Fait que là, je l'ai mis, tu sais, en étant... Ah, merci, c'est le fun. Puis, fait que je la portais pour y faire plaisir. Puis quand elle est morte, 4 ans après, je l'ai portée en hommage, disons. Fait que je l'ai jamais enlevée. Sauf pour la nettoyer, bien sûr. Je suis pas psychanalyste et je sais pas si la famille lui a manqué. Je sais pas si le fait que sa mère soit décédée alors qu'il était assez jeune. Je sais pas si ça l'a poussé à se chercher une autre famille. Mais je crois par contre que c'était très familial comme climat, RBO. Et il y avait une solidarité, puis il y avait une compréhension, je dirais, supérieure à la plupart des familles que je connais. Là. Vous prenez la personnalité de Guy Lepage, on en parle beaucoup, mais vous prenez chacune des personnalités et vous vous dites, elles sont aussi fortes les unes que les autres. Ce groupe-là était un magma tissé très, très, très serré et qui se faisait appeler d'ailleurs le Soviet suprême. Et effectivement, chaque décision importante devait être soumise aux 4 gars, mais aussi, à certaines périodes, on était 5, on était 6, il y avait Chantal, il y avait Richard. Mais tout le groupe Rock et Belles Oreilles était un groupe extrêmement serré. Guy est un maniaque, un passionné de musique. Et au fil des semaines, on a développé une idée d'émission de radio communautaire sur le rock. J'avais pensé appeler ça le rock de A à Z, puis j'ai dit, c'est poche comme titre, c'est effrayant. Il dit, comment on va appeler ça? Il faut remettre le projet. J'ai dit, ben, je sais pas, là, il faut faire une affaire avec rock, là. Et là, je me rappelle très bien, j'étais dans la cuisine de Guy à Lepage. Guy était à côté sur son frigo, puis là, c'est sorti un éclair de génie, puis il a dit, oui, Rock et Belles Oreilles. Là, je l'ai regardé, je dis, Guy, c'est un nom minable, ça marchera jamais, c'est pourri comme nom. Guy est venu me chercher, puis il m'a dit, on commence une émission de radio. Ça va être à la radio communautaire à CIBL, et on aimerait que tu en fasses partie. On va faire des sketchs, on va faire toutes sortes de choses. On voulait rire de Michel W. Duguay, fait qu'on avait pris des initiales. Moi, j'avais pris la mienne, Guy Lepage, et Richard Z. Sirois, on l'avait inventé, Z, parce qu'on faisait le rock de A à Z avec Guy Lepage et Richard Z. Sirois. Guy m'a appelé, ça te tente-tu, viens faire un tour à l'émission. Je dis, pourquoi pas, on va voir. Ça m'intimidait un peu, là, mais... Puis à un moment donné, j'y ai pris goût parce que c'était comme... C'était un party du vendredi soir, l'émission CIBL. Richard Sirois connaissait André Duchamp. Moi, je le connaissais pas, mais il m'avait dit, il chante, il a une super belle voix, il fait de la radio, tout le kit. Les gars m'avaient vu en spectacle avec un autre groupe d'humour, m'avaient demandé si je voulais embarquer avec eux autres. On était à une semaine de la première émission de Rock et Belles Oreilles et on se retrouve en studio pour pré-enregistrer des sketchs. Je me souviens qu'on avait fait une parodie d'annonce de bière de Molson ensemble et honnêtement, je connaissais peu Guy à ce moment-là et ça a été une entente immédiate. Par la suite, Chantal, qui était aussi à la radio communautaire dans une autre émission, s'est jointe au groupe parce qu'on avait beaucoup de misère à faire des voix de filles. Puis en même temps, moi, je la trouvais cute. Ça fait que j'ai dit, tu veux-tu être dans le groupe? Comme il demandait pas mal à toutes les filles qui passaient par là de faire une voix, ben je me suis amusée à faire une voix pour eux, puis ils m'ont trouvé pas pire. Ça fait que, comme je sortais avec Richard, puis je venais de l'accompagner à l'émission le vendredi soir, ben ils m'ont dit, on va l'utiliser oralement à tous les vendredis soirs. Si j'avais un tatou à me faire faire un jour, j'ai écrit, ça serait RBO. Je viens de là. Moi, je viens d'Hochelaga Maisonneuve, après ça, je viens d'RBO. Le groupe est maintenant complet et il va connaître un succès qui les surprend totalement. Sauf pour l'un d'entre eux qui, depuis le tout début, est convaincu de savoir où il s'en va. C'est Guy Lepage. La seule personne qui croyait vraiment en l'avenir de ce groupe-là, c'était Guy. C'est d'ailleurs Guy, après la première saison de radio, on a arrêté pendant quelques mois, peut-être 2 mois, et là, il nous a rappelé. Moi, il m'a rappelé, puis il m'a dit, Bruno, ça tente à tout le monde de recommencer pour une 2e saison, sauf toi, est-ce que tu embarques avec nous? Bruno a dit qu'il allait le faire, puis Yves aussi. Là, tu vas pas t'en aller. Ah, ben là, si Bruno et Yves le font, je vais le faire. Ce que j'ai appris par la suite, c'est qu'il a fait la même chose avec tout le monde. Il a appelé André, il a appelé Yves, il a appelé Richard, puis il a dit à tout le monde, si tout le monde veut recommencer, sauf toi, embarques-tu? Donc, il n'y a personne qui voulait être celui qui allait saboter l'émission, donc on a tous dit oui, mais dans le fond, ça tentait à personne. Guy, oui, avait un côté baveux, mais
Il y avait un côté très réunificateur. Guy, c'est quelqu'un qui donne énormément de feedback et de confiance aux gens avec qui il travaille. Il était exigeant envers lui-même, exigeant envers les autres, et puis je pense qu'on était tous comme ça dans Rock et Belles Oreilles, donc on partageait ce désir de faire le mieux possible. J'étais convaincu qu'on aurait un succès d'estime au mieux, mais qu'on ne serait jamais un groupe populaire. Jamais, parce qu'on était trop direct. On n'hésitait pas à sacrer en ondes, on abordait des thèmes tabous. Depuis plus de 2 ans, j'ai vendu plus de 2000 citrons à plus de 2000 poissons. Réussir comme joueur de hockey n'est pas toujours facile. Mais réussir à interroger un joueur de hockey l'est encore moins. Une migraine? Oh non, la graine au complet. Ton plus grand défaut? Niaiseux. Le plus grand moment de ta carrière? C'est quand que t'arrives? M'en pète plus! Je me souviens très bien, quand on est arrivé à l'UQAM, on était là tous ensemble, la gang d'RBO. Première affaire que les profs nous disaient, vous n'aurez pas de job. Vous allez sortir d'ici et vous n'aurez pas de job. Il n'y en a pas de job. Oubliez ça. On était au début des années 80, il y avait une crise économique et il y avait le fait que toute la place était prise. Alors, je pense que RBO était porteur de ça aussi. Était très revendicateur dans son style. Je pense que l'humour méchant et choquant d'RBO vient beaucoup de ça. Je pense qu'il y avait un gros message du genre « tasse-toi mon oncle » là-dedans. On a voulu se venger. On a voulu se venger sur la société de ne pas nous avoir donné de job, puis c'est ça que ça a donné. Si RBO est une tribu, Guy Lepage en est le chef des Indiens. Et sous sa gouverne, RBO va aller loin. D'abord l'UQAM, puis la radio communautaire, la radio commerciale et enfin la télévision. Au début des années 80, Guy Lepage prend l'avenir de Rock et Belles Oreilles très au sérieux. À travers le groupe, il va se mettre au monde lui-même. Ce sera un peu comme sa deuxième naissance, la naissance du A de Guy A. Excuse, je suis un ex-prisonnier puis je vends des crayons. Tu donnes ce que tu veux. Les gars d'RBO ont pris leur destinée en main pour une raison très simple au début, c'est que personne ne s'occupait d'eux. Ça aide bien gros à s'occuper de soi-même, ça. Guy est devenu le président d'une compagnie, mais une compagnie qui était formée par 5 personnes plus 6 avec Jacques Primo, le gérant. Comme j'étais directeur de la promotion, j'ai organisé avec eux des événements, des espèces d'ancêtres de spectacles de Rock et Belles Oreilles. En fait, c'était des émissions de radio devant public. Tout le monde avait son département, son champ de responsabilité. Bruno Landry, lui, c'était la production. André Ducharme, lui, c'était la recherche musicale pour la radio. Tout le monde avait sa job. Guy, lui, sa job, c'était d'être le capitaine. Guy, c'était le chef des Indiens. C'était celui qui était le plus revendicateur, le plus bête, le plus méchant, celui qui se posait le moins de questions. Guy ne se posait jamais de questions quand il faisait un gag et il l'assumait totalement. L'autre jour, j'étais à ma caisse, il y a une madame qui arrive à ma caisse, puis elle me dit « Madame, j'ai perdu mon enfant dans le magasin. » J'ai dit « C'est pas grave, ça, madame, on en a plein d'autres. » La madame était contente. C'est ça, Walmart. Si Guy aimait pas quelque chose, n'était pas enthousiaste par rapport à un texte ou une blague qu'on lui faisait, était vraiment pas bonne. Parce qu'au départ, il était tellement ouvert aux idées des autres, des gens avec qui il travaillait, qu'au départ, il aimait ça, il allait aimer ça. Donc, pour qu'il n'aime pas ça, c'était déjà une bonne indication qu'il y avait un problème. D'autre part, Guy, c'est vraiment quelqu'un qui s'exprime instantanément. On a l'heure juste tout de suite. Ce qui caractérise Guy, c'est vraiment son niveau d'exigence envers lui-même et, par ricochet, l'exigence qu'il a envers l'humanité au complet. Et même les chiens qui passent dans la rue, et tout le monde devrait... Il comprend pas que telle affaire ne soit pas à la hauteur de ce que ça devrait être. Et là, il devient très impatient. C'est ça qui manque, mesdames, messieurs, dans nos cégeps. La strap, bout de vierge. Hey! Assisez-vous! Assisez-vous! Assisez... À toi, assis! Assis! Ça va faire le niaiseur! On avait participé à un concours de radio. La radio en France, à l'époque, était peu développée. Il y avait peu de stations. Il n'y avait pas de stations commerciales. Il n'y avait pas de stations communautaires. Il y avait les radios libres. Et on avait vraiment fait un gros truc radio. Et on avait gagné le premier prix.
Et je me rappelle que le président du jury a fait un discours quasiment pour blâmer les Français, pour leur dire, ça se peut pas qu'un groupe du Québec vienne gagner un premier prix, vienne nous faire la leçon à nous, les Français. Ce soir, j'ai honte en tant que Français. C'est quasiment ce qu'il a dit. Et il nous a donné une espèce de trophée lait que je suppose qu'il est rendu avec un chèque qui, je pense, a rebondi. Ce prix, ainsi que d'excellentes critiques dans Le Monde et Libération, attire aussi l'attention de la station C'est quoi, qui les engage sur le champ. Pour les 2 années qui vont suivre, les cotes d'écoute vont grimper en flèche. Moi, quand RBO fonctionnait bien, j'avais tendance à trouver ça normal. On dénonce ça, puis c'est bon, puis c'est bien fait, puis ça s'en va par là. J'étais pas animé par le doute, et j'étais très vaillant. Je travaillais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis c'est le passage à TQS, qui en est aussi à ses débuts. Ce tremplin permettra au groupe de se faire connaître du grand public et de devenir le mythe québécois qu'on connaît. On était les petits culs qui arrivaient dans la cour des grands et on était reconnus par les grands. On se faisait féliciter. Les premières fois où on se faisait féliciter par, je sais pas moi, Dominique Michel, Michel Côté, des trucs comme ça, on n'y croyait pas, on avait envie de brailler toute la gang. Bon, la même fatigante que tantôt, ouais, cale-toi. Oui, chef. Je voudrais savoir, mon mari s'est fait enlever un petit bout de prostate. Y a-t-il quelque chose à faire avec ça? Oui, vous faites revenir ça dans le poêle avec des oignons et du vin blanc. C'est délicieux. En fait, ça l'a même rendu brillant, Mulroney. Brillant, Mulroney. Que voulez-vous? En 1 an et demi, les petits baveux qui écœuraient tout le monde et qui continuaient à écœurer tout le monde étaient dans les plus grandes vedettes du Québec. Bonjour, Alors, cette semaine, à Bonjour la police. C'est certain que le côté observateur de Guy, on l'a retrouvé beaucoup dans les textes d'RBO, parce que Guy était et a toujours été très ouvert sur le monde. Guy écoutait la TV, regardait la télé en écoutant la radio. Il y avait l'ordi qui fonctionnait. Aujourd'hui, il envoie des emails en même temps. Il parle au téléphone et puis il écoute de la musique. Tout ça se fait simultanément, là. Alors, dans nos contacts avec la population, qu'il y ait sang ou non, nous devons utiliser dorénavant le vouvoiement. Le vouvoiement? Oui, à partir de maintenant, sergent, les policiers vous voient. Ah, ils vous voient-tu aussi? Non, non, pas comme ils voient vous, là. Ils vous voient parce que le toit a donné sa place à vous. Il y a un band, ce qui a toujours été merveilleux dans un groupe, que ce soit un groupe de théâtre ou de musique ou n'importe quoi, c'est que le talent de chaque personne améliore les autres. Ce qui n'arrive pas nécessairement quand tu crées un nouveau groupe, parce que c'est 5 individus je veux dire, qui n'ont pas rapport ensemble et qui n'ont pas nécessairement envie d'améliorer l'autre. Mais nous, on était comme ça. On était extrêmement généreux l'un envers l'autre. OK, Claire. Maintenant, je rencontre un individu. Hein? Qu'est-ce que je fais? Eh bien, vous lui dites, « Hey, vous! » Ouais? Pow! Ah! Donc, ça change absolument rien. Je le tue, mais en disant vous. Je sais pas si les messages dans RBO étaient conscients. Parfois, ils l'étaient. Parfois, on se disait, je me souviens, quand on a écrit, par exemple, le 4e Reich, c'est un sketch qui a été conçu en équipe. C'est un sketch dont on a parlé avant de l'écrire. On veut parler de la langue, on veut parler des anglophones au Québec, comment ils sont traités, quelle est la perception que le reste du Canada a du Québec, tout ça. On voulait faire un sketch là-dessus et on a beaucoup parlé avant de l'écrire. Alliance Québec présente le 4e Reich, d'après le roman émouvant de John Parano. Répétez après moi. Swing la baquette dans le fond de la boîte à bois. Jésaï! Lui, c'est le fourreur. Ah, en tant que premier ministre du Québec, vous savez, je suis pas un extrémiste. J'aime les compromis. Peut-être qu'on peut les exterminer à moitié. Au début des années 90, Rock et Belles Oreilles se paye une pause bien méritée et Guy Lepage, comme d'habitude, ne peut pas rester longtemps inactif. Son nouveau projet prend sa conjointe par surprise. Un jour, j'ai eu un flash. Je me suis dit, si tu veux qu'on fasse un enfant ensemble, il faut le faire là, parce qu'après, on ne pourra plus. C'est Guy qui voulait un enfant. Moi, j'en voulais pas. Puis je trouve que j'étais rendue à 37 ans passés, puis on a 8 ans de différence, Guy et moi. Elle dit, tu veux un enfant? Je dis oui. Pas nécessairement là, mais nous deux, c'est là ou jamais. Fait qu'elle était comme un peu
troublé par ça, tu sais. Alors, je dis oui, OK. C'est toujours touchant, en tout cas, de recevoir cette demande-là. Souvent, ça se fait à l'inverse, mais c'est lui par amour, dire ça se peut pas. Puis on peut pas attendre parce qu'étant donné que tu as cet âge-là. J'ai dit, elle, ça serait une bonne maman, puis je pensais qu'on jouerait un peu aux fesses pendant quelques mois, mais ça a marché bien, ça a marché tout de suite. Je lui en serai éternellement reconnaissant. Parce qu'il m'a fait faire quelque chose qui a la plus belle chose. Et le jeune homme qui a 13 ans, 8 mois aujourd'hui, qui est un garçon vraiment extraordinaire. Mes parents sont très colleux et malheureusement moi aussi. Et mon père, le soir, il aime beaucoup, par exemple, venir lire à côté de moi, puis des choses comme ça, des choses qui nous rapprochent, puis ça nous fait plaisir. Il était à 8 ans, ce que j'étais pas encore à 40 ans, tu sais. Empathique, soucieux des autres, respectueux de son environnement. Je sais pas s'il éprouve un plaisir à m'apprendre des choses, je suppose que oui, comme tout bon père. Mais aussi, quelque chose qui me fait très rire, c'est un plaisir qu'il y a beaucoup, c'est quand je lui apprends des choses. Ça le fait tout le temps sourire, puis ça le met tout le temps de bonne humeur. Et en fait, quand tu as un enfant, c'est pas compliqué, c'est que tu fais le point sur ce que t'es. C'est comme si tu remettais les marqueurs à zéro. Puis quand tu expliques, puis que tu donnes des exemples sur ta vie ou sur ton enfance, il y a comme un côté éducatif. Fait que des fois, tu te rends compte qu'évidemment, tu n'as pas fait, toi, les bons choix dans ta vie. Puis là, c'est comme si je vivais en parallèle son âge, en rapport avec l'âge que j'avais à cette époque-là. Guy, c'est sa source première j'allais dire, d'autosatisfaction ou de satisfaction. Et peut-être qu'il a manqué d'attention jeune. Il y a une femme importante dans sa vie, c'est Annette, c'est grand-maman. Puis à chaque fois que j'en parle, ça m'émeut parce que lui, c'est une des rares personnes de qui il parle avec beaucoup d'émotion, d'ailleurs. Et grand-maman Annette qui vivait avec eux jusqu'à temps qu'il ait 12 ans. J'ai perdu une fois le premier rang dans sa vie. C'est quand j'ai présenté mon fils. Où là, vraiment, elle l'a pris, là, elle m'a quasiment claqué à la porte au nez, là, ben, elle s'est plus occupée de moi. Annette Lepage, la grand-mère adorée de Guilla, s'éteint peu après, en 1992. À la même époque, Rock et Belles Oreilles revient en force à Radio-Canada avec RBO Hebdo. Pour les rôles féminins, le groupe engage quelques comédiennes, dont Sylvie Léonard. Cette rencontre professionnelle sera déterminante pour Guilla Lepage. En 1995, RBO va mourir de sa belle mort. Mais pour Guilla Lepage, c'est une renaissance. Il y a des projets plein la tête. Au début des années 90, Rock et Belles Oreilles arrive à Radio-Canada avec RBO Hebdo. Le groupe invite des comédiennes à y jouer des rôles. C'est l'occasion d'une rencontre professionnelle déterminante pour Guilla Lepage. Chez nous, je pense qu'on va y aller. À mon heure de convocation, j'arrive dans le couloir, puis André Duchamp qui est assis sur une chaise, puis Guy qui est debout avec une moitié de personnage qui lui reste de son rocker dans Génie en herbe. Et on se met à parler comme ça, de la scène qu'on va faire et de d'autres choses et tout ça, et je me sentais très, très bien avec lui. Et là, je le sais que ça a l'air arrangé avec le gars des vues, mais après toute cette soirée-là, je suis revenue à la maison et j'ai dit aux gens qui m'entouraient, « Ah, j'ai fait une rencontre aujourd'hui et je suis certaine que c'est pas la dernière fois que je vais travailler avec Guilla. » À la fin d'une saison mémorable, le 3 mai 1995, Rock et Belles Oreilles se séparent à l'amiable, après 14 ans de vie commune. Est-ce qu'on peut parler d'une vraie fin de RBO? Je pense que ça finit jamais parce que, premièrement, on a travaillé sur les projets les uns des autres et on n'a pas arrêté de se voir. Donc, c'est pas comme une fin brutale. En plus, on n'était pas en chicane. Donc, la fin, ça a été quand même... Oh, Pélaire, qu'est-ce qui se passe après? Dans le cas de Guy, ça peut pas rester longtemps dans le flou. Genre, c'est pas le genre à prendre une semaine sabbatique. Guy était dans une situation, en plus, où c'était le seul qui n'en parlait pas. Il voulait pas mettre fin au groupe. Il voulait pas que ça soit par lui. Or, c'était Guy qui avait le plus d'offres. Tous les réseaux de télé le voulaient. Et là, le projet de Besoin d'amour est arrivé, puis il a dit, ben, je me garde une petite gang pour travailler avec moi pour faire des capsules humoristiques parce que j'ai pas envie juste que ce soit un talk show, ça te tente-tu d'embarquer? Pour moi, c'était comme une évidence, là. Pas qu'elle allait me demander, mais que j'allais dire oui. Logiquement, là, il aurait dû se dissocier en disant, je pars mon show. Mais non, Guy a tellement aimé son expérience, puis est tellement un gars d'équipe
que la première chose qu'il fait pour lancer son show, il invite sa gang. C'est-tu assez quétaine, ça? C'est fou rare. Je nous vois sur le moniteur qu'on a bien fait de jamais être 6. Moi, il me faisait confiance. Et c'est un garçon que j'aimais beaucoup. Il me consultait constamment. Jean Bissonnette, c'est une autre personne importante. C'est une figure parentale pour lui, une figure paternelle, en fait, très, très importante, qui était un guide pendant plusieurs années. C'est une personne de référence pour lui. Une chance qu'il était là, d'ailleurs. Il m'a appris beaucoup de choses. Si je suis devenu aussi polyvalent en télévision, c'est grâce à lui. Puis lui, c'était un réalisateur, puis il m'a appris à réaliser. Je suis devenu un producteur, il m'a montré ça. Lui, il a fait de la TV pendant 50 ans. Et c'est vrai, là, c'est un vrai chiffre. À la mort de son père, je me souviens, son funéraire, qui m'avait pris à part, puis il m'avait dit, ben maintenant, mon nouveau père, c'est toi. Ça m'avait beaucoup touché, d'ailleurs. Bienvenue à Besoin d'amour. Moi, je vais pas me vanter. L'amitié qui s'est développée entre Jean Bissonnette et Guy Lepage est en effet solide et durable. Même lorsque Besoin d'amour est retiré des ondes, il ne lui fait pas défaut. Malheureusement pour TQS, ils ont laissé tomber Guy. Ça, c'est une erreur grave parce que il faut dire qu'à ce moment-là, la direction des programmes de TQS, il y avait personne qui était là, connaissait la télévision comme moi je connais la plomberie. Et puis, elle n'a pas vu l'importance de ce garçon-là pour une carrière en télévision. TQS devait rapporter, chaque émission devait rapporter 5 fois sa mise pour pouvoir rester en ondes parce que le poste était dans le trou. Et Besoin d'amour, quoi qu'on en dise, ça avait des codes d'écoute pas pires. C'est-à-dire tous les talk shows qui ont passé là après pendant des années, ils faisaient moins de codes d'écoute que ça. Il n'était pas d'accord avec cette décision de mettre fin à l'émission. C'est pas lui qui a pris cette décision-là. Il se met la première fois dans sa vie qu'il y avait une décision que c'est pas lui qui prenait. J'ai eu beaucoup de peine, puis ça a arrêté la même journée parce qu'il m'est arrivé quelque chose de bien, bien spécial. Il y avait eu un colloque, une émission spéciale à l'Aréna Maurice Richard sur le sida. Là, je suis arrivé à l'Aréna Maurice Richard, et là, tu as le sida d'en face. Du monde qui travaille pour enrayer ça, pour ramasser de l'argent. Tu as des victimes de la maladie. Il y a du monde qui vient de parler de leur mort. Il y a du monde qui vient de parler de la maladie qu'ils ont, qui est en train de les transformer. Puis j'étais assez on, je suivais assez bien. Puis en même temps, je me disais, c'est tellement minable, là, ta peine puis ton échec, là. C'est tellement rien, là. Il a rebondi tout de suite. Un mois après, il m'a téléphoné. Écoute, il dit, j'ai une idée. Bon, il dit, tu te souviens des petits sketchs qu'on faisait à Besoin d'amour avec Sylvie Léonard et moi? J'ai dit, ouais, bon. Il dit, j'aimerais ça d'en visionner. Si on y mettait bout à bout pour voir ce que ça donne. Dès le premier montage, moi, j'étais convaincu qu'on tenait quelque chose. Et on tenait quelque chose d'original. Pour moi, là, j'aimerais ça éventuellement me faire un lifting des paupières. Oui, tu sais, enlever ça ici, puis la poche, en dessous des yeux. C'est bien effrayant. Puis remplir les creux ici. Hein? Parce que ça... Et puis, je voudrais avoir aussi des renseignements sur les implants mammaires. Ça, c'est pour moi. Et puis, mon chum, lui, voudrait se faire l'hyposucé. Hein? Ben oui. Ben voyons, j'ai jamais dit ça. Ben certainement. T'en as parlé encore avant qu'on se couche que tu voulais te faire l'hyposucé, là. Ben, j'ai jamais dit l'hypo. Oh, Seigneur. Avec son humour cinglant et ses situations révélatrices, un gars et une fille va révolutionner la télévision par sa simplicité. Le public est immédiatement conquis par le naturel des personnages. Tout le monde disait, mais mon Dieu, comment... Vous avez donc bien l'air naturel, comment vous avez répété? On n'a pas répété. Au début d'un gars et une fille, c'était une série de sketchs. Donc, on y jouait plus comme un sketch, tu vois. Mais au fur et à mesure, Guy est arrivé à jouer son personnage
comme un comédien doit jouer dans un téléroman ou une dramatique. Et la transition s'est faite doucement, mais grâce à Sylvie. Sylvie Léonard l'a beaucoup aidé. Il vient de coucher, là. Oui, je vais y aller, là, parce que je suis un peu fatigué. Je vais aller me coucher. Toi. Oui. Respire bien. Correct. Correct. Oui. Il a eu une grand-mère qu'il a affectionnée particulièrement, qui a inspiré aussi la grand-mère dans Un gars, une fille. Je crois qu'elle a eu un rôle très important. Parce que chaque enfant, même si on s'appelle Guy Lepage et on est fort, il y a toujours un petit enfant en nous. Puis cet enfant-là, il a besoin d'adultes qui l'aiment pour grandir. C'est inévitable. Guy! Oui? Guy, viens ici! Guilla est certainement un enfant qui a bien grandi. Il est en contrôle de sa vie et de sa carrière. Tout de même, la fin d'Un gars, une fille est un moment difficile pour Guilla. Il ne prévoit pas le contre-coup et le choc sera douloureux. Après plusieurs années à nous faire sourire, la série Un gars, une fille quitte l'écran. Mais Guilla Lepage a beaucoup d'autres trucs dans son sac et une ou deux controverses aussi. Geneviève, ça sera... Dimanche, c'était hier. À la fin des années 90, le succès de la série Un gars, une fille dépasse de loin les frontières du Québec et les attentes de ses créateurs. Mon nom est Queue. Monsieur Queue? Oui, c'est mon nom. Ah, ben je vous présente mon mari, Monsieur Petite Queue. Même les plus belles aventures ont une fin. 130 épisodes, 4000 scènes, 20 Gémeaux, 3 Métrostars et 5 Félix plus tard, Guy et Sylvie décident de tirer le rideau sur Un gars, une fille. Quand on est arrivé en Thaïlande, en plus, je suis co-réalisateur, des affaires à checker, puis c'était pas, tu sais, t'es pas dans ton pays, tu sais. Fait que les autres, quand ils travaillaient pas, il y avait le temps de s'en parler. Puis je voyais Sylvie qui était comme... Non, le pire était pas... C'est-à-dire, elle était sereine. Sa tristesse, elle l'avait eue avant, mais elle était émotive. On était tous les deux d'accord. On a dit, on garde ça pour nous deux, plusieurs semaines, pour le digérer ensemble, dans notre amitié. Puis, quand on va se sentir prêt, ben on va le dire. Puis d'habitude, des scènes, tu recommences 3 ou 4 fois. Puis là, on l'a fait. Puis j'ai dit, OK, je veux visionner pour voir ce que c'est. Elle était parfaite. Une take qui était bonne. Fait que là, j'ai dit, bon, ben, c'est fini, on rappe. Puis en le disant, j'ai dit, c'est Paul, qu'est-ce que je viens de dire, là? Et là, tout m'a sauté d'en face. Écoute, je suis devenu blanc comme un drap. Puis il y a eu comme un party après. Tout le monde avait du fun, puis tatata. Puis je pense que j'ai passé assez longtemps, c'est-à-dire, on remplaçait mon verre, là. Mais je pense que j'étais assis comme ça, là. Je me disais, pourquoi j'ai fait ça? C'est une bonne décision, oui. Et heureusement, j'avais un film à faire. Il y avait Camping Sauvage qui avait été accepté, puis on le tournait l'été, tu sais. Donc j'ai fini, mettons, mi-avril, mais je tournais un film au mois de juillet, il fallait tout le préparer. Et là, Sylvain Roy, qui était le co-réalisateur d'Un gars, une fille, lui, il m'a sauvé. Alors, c'est ça, je pense qu'il se recrée des familles sans que ce soit dans une grande intimité, parce que Guy n'est pas très intime avec les gens, mais dans le travail, dans la complémentarité, dans la compétence, dans la complicité dans le travail. Sylvain Roy, donc, en est un merveilleux exemple pour Un gars, une fille, et par la suite pour Camping Sauvage. Alors, ça ne devait pas être eux qui réalisent, finalement. Concours de circonstances, les gars l'ont assumé ensemble. Je focusais sur le travail, mais en même temps, les gens qui me connaissaient pas, ils ont pensé, mon Dieu, est-ce qu'il a-t-il du leadership? Est-ce qu'il va ouvrir la bouche à un certain moment? Ils ont fini par réaliser que oui. Il sait qu'en travaillant avec une équipe qui connaît, ça va bien aller. Parce que quand tu montes un projet, peu importe que ce soit télé, radio, cinéma, scène, la magie de l'équipe fait pour beaucoup dans la réussite du projet. Le camping Pigeon, c'est une cachette parfaite. Ben moi, c'est Jackie Pigeon. Moi, je suis la propriétaire du camping site. L'architecture, c'est... C'est beau, hein? Bienvenue, ça prend un E. Les gens se sont précipités pour voir le film. On a fait beaucoup de box-office. J'ai été très touché par ça. Sitôt Camping Sauvage terminé, Guy reçoit une offre qui le replonge dans son expérience de besoin d'amour. J'étais pas au courant qu'il allait faire Tout le monde en parle, mais quand je l'ai vu là, j'ai trouvé, oh non, c'est tout à fait sa place. Guy Lepage a refusé à plusieurs reprises de faire Tout le monde en parle. À un moment donné, Dominique Chaloux est nommé à la direction des variétés. Après 7 ou 8 refus, Dominique Chaloux dit « On pourrait quand même tenter notre chance une dernière fois. » Et à la toute dernière seconde, Dominique Chaloux réussit à convaincre Guy.
Je négocie le contrat dans les 2 jours qui suivent. On fait une conférence de presse et en 3 jours, on s'est entendu, on a négocié et on a pris l'avion pour Paris pour voir comment tout le monde en parle se faisait. Que pensez-vous des femmes qui sortent avec des hommes plus jeunes? Est-ce que ton personnage de Sylvie te manque ou tu t'ennuies juste de moi? Êtes-vous en faveur du mariage chez les prêtres? Oui, aussi. Aussi? Quand 2 millions de personnes regardent la même émission le dimanche, puis que ça parle de toutes sortes de sujets de l'actualité sociale ou artistique, tu dis, ce soir, on pourrait influencer le cours des choses. C'est quoi la définition du commerce équitable? Le commerce équitable, c'est un commerce qui répond à des besoins humains avant d'être des besoins économiques. Donc, il y a peut-être le goût de retrouver une espèce de, entre guillemets, mission sociale qu'il y avait à l'origine à l'Université du Québec comme étudiant, de par son travail, de changer le monde, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Je pense qu'on peut être assez démagogique pour faire ça. Vous l'avez rencontrée, Mère Teresa, et quand elle vous a vu, même si elle vous avait jamais vu, elle vous a reconnu. Qu'est-ce qui s'est passé? 2 semaines avant, j'allais me suicider. C'était fini pour moi. Donc, on voit maintenant, dans Tout le monde en parle, qu'il a comme beaucoup appris de son expérience de besoin d'amour. Il est très présent, puis je pense que ça étonne les gens de voir, en même temps, quand il est capable d'être drôle, impertinent, mais quand c'est le temps aussi d'écouter puis de laisser l'invité, mettre l'invité en valeur. Là. La vedette, là, c'est pas l'animateur, c'est l'invité. Puis moi, ça m'énerve profondément. Et ça m'a toujours irrité en tant qu'interviewé ou téléspectateur de voir un animateur ou une animatrice qui parle 4 fois plus que son invité. Ta gueule! Au milieu de la saison de Tout le monde en parle, Guy doit prendre une pause d'1 semaine pour animer pour la 5e fois le gala de la disque. Je t'ai vu faire lever le jour en chantant des chansons d'amour, je t'ai vu. N'importe quel gala c'est une expérience où il y a plein de pièges. Il y a des pièges à ours un peu partout. C'est casse-gueule animer un gala. Pourquoi risquer tout ça alors que tout va tellement bien? Mais c'est dans la nature de Guy de prendre des risques. Quand il a lancé le trophée de Desjardins à la disque, quelques jours après, j'étais chez lui, puis je dis « Pourquoi t'as fait ça? Hein? » Parce que je l'aime, Desjardins, ça m'a fait de la peine. Moi. Je dis « Pourquoi t'as fait ça? » Il dit « Parce qu'il aurait dû être là. Il n'a pas essayé de se faufiler. » Mais Richard, je vais prendre soin de ce trophée de la même façon que tu en prendrais soin. Bon. Pierre Bourgault me parlait souvent du privilège de la tribune. Quand tu as une tribune, il faut que tu l'utilises bien. Et ce soir-là, là-dessus, je l'ai mal utilisé parce que mon message, il était bon. Mais la façon que je l'ai faite, les gens ont juste obtenu le trophée. Ça a été très difficile. Ça a été vraiment une descente aux enfers. Il se remet, puis c'est pas qu'il se remet facilement, mais je l'ai rarement vu déstabilisé comme ça. C'est un travail où il fallait décrire une personne qu'on admire, qu'on aime beaucoup, psychologiquement, physiquement et socialement. Puis j'ai pris mon père. Alors, quand je le retranscrivais au propre à la maison, il est tombé sur le texte et il l'a lu. Et moi, quand je suis revenue, parce que je crois que j'étais sortie chez un ami, je m'en souviens plus, il était avec maman, puis il pleurait parce que c'était sa semaine difficile à cause du lancer du trophée. Puis au moins, il voyait que je l'aimais beaucoup. Alors ça lui a fait plaisir. J'ai l'impression que il se regarde aller, puis il fait des nouveaux choix. Et en ce sens-là, je trouve que c'est très heureux. Puis je pense qu'il vieillit bien. Oui. Il est beau, je trouve. Je suis certain qu'un jour, il va arriver avec un film qui va nous rentrer dedans, un projet qui va nous rentrer dedans, qui va toucher le monde. Je pense qu'il y aurait de la difficulté à ne plus être un élément important de ce métier-là, de cet environnement-là, des médias. Je pense qu'il y a besoin d'être présent, il y a besoin d'être important, il y a besoin d'être en haut de l'affiche. Puis c'est correct parce qu'il est bon là-dedans. Il y a une forme de courage en Guilla qui est
exemplaire j'irais jusqu'à dire pour notre vie de société, de notre ville, notre communauté artistique, de faire les choses comme ça, de s'exposer autant, de risquer autant et de faire les choses avec des valeurs très précises, très authentiques. C'est pas facile. Je pense pas qu'il y a beaucoup de personnalités qui sont capables de soutenir ça. Le petit garçon de Schlager-Maisonneuve, tendrement aimé par sa grand-mère Annette, observateur insolent de la vie et de ses travers, membre fidèle de la tribu RBO, fidèle à ses amitiés profondes et père émerveillé par l'apprentissage de la vie de son fils Théo, Guy Lepage s'est hissé au sommet grâce à son intelligence, son immense capacité de travail et son instinct. Les paris sont ouverts qu'il n'a pas fini de nous surprendre. Décollez en compagnie de Gaston Lepage et cramponnez-vous à votre siège. Voici les histoires les plus spectaculaires du monde de l'aviation. Pour revivre les pages les plus dramatiques des archives aériennes, ne manquez pas Danger dans les airs, ce soir 21h à Canal D.